en train de faire quoi là? Ah ouais c'est vrai, merde, t'es malade. Ouais non ça va, je devrais quand même pouvoir faire le comics actu quand même. Et ouais, je suis un peu malade. La série Powerless a trouvé certains de ses acteurs, avec Vanessa Hudgens en tête d'affiche, également les acteurs Alan Tudyk, Danny Pudi et Christina Kirk. Le pilote a été écrit par Ben Quinn, qui a écrit notamment le film Cars 2 et la série A to Z. Tant qu'on parle de casting, autant parler de Riverdale, l'adaptation d'Archie Comics, qui a trouvé plein de personnages. Ainsi, KJ Apa, un nouvel acteur, jouera Archie, Luke Perry, le père d'Archie, Ashley Murray jouera Josie, Madeleine Petsch jouera Cheryl Blossom et Camilla Mendes jouera Veronica. On a déjà une bonne partie de la bande là. Apparemment, Ben Affleck aurait réécrit certaines des scènes de Batman vs Superman parce qu'il n'en était pas content. Alors certes, le bonhomme en a les capacités, mais ce n'est pour l'instant qu'une rumeur et pas du tout confirmée, donc on s'emballe pas. D'ailleurs, en parlant de Batman vs Superman, la version DVD et Blu-ray contiendrait une version différente, une version donc Director's Cut, qui serait apparemment classée R. Avant de crier à l'opportunisme parce que tout le monde veut se faire classer R, peut-être pas pour celui-là, puisque du coup la classification ça prend du temps, donc ça a été soumis il y a un petit moment quand même, et puis Zack Snyder il est quand même coutumier de faire des versions Director's Cut sur ses DVD qui sont classées R, avec juste, pour rester dans le domaine des comics, Watchmen et 300. Le film Justice League, ou la première partie du film Justice League, commencera son tournage en avril, plus précisément le 11, avec toujours Zack Snyder en commande et quand même George Miller à la production. Peut-être en prévision de quelque chose dans le futur, sait-on jamais. Le titre pour l'instant, parce qu'il y a toujours un petit titre de tournage qui est différent, est Caveman, donc homme des cavernes. Certains pensent à Vandal Savage, mais non, hein, il est déjà dans la CW avec Legion of Tomorrow, voilà. Je pense pas qu'il sera là. Non, moi j'aimerais bien voir Antro. Ah ouais, genre une scène de début avec Metron qui vient voir Antro. Oui, je sais, j'ai aimé Final Crisis. Publicité dans un jeu vidéo. Le jeu Rocket League, qui consiste à faire du football avec des voitures qui savent se propulser avec des jetpacks, contiendra bientôt la Batmobile de Batman vs Superman. Marketing, quand tu nous tiens. Jeux vidéo toujours, cette semaine est sorti un mini spin-off à la série de jeux vidéo de Telltale The Walking Dead. Les 2 autres épisodes de ce jeu devraient sortir en mars et avril. D'ailleurs, le trailer de ce jeu fait partie des meilleurs trailers de la semaine, avec le trailer de Gotham, qui a failli me donner envie de regarder la série. Presque, hein, faut pas déconner non plus. Restons sur le thème comics et cinéma encore un petit peu, vous voulez bien? Je vous ai déjà parlé du sujet des couvertures variantes, qui me fatigue un peu, je dois l'avouer. Mais là, j'ai quand même envie de parler d'un truc qui me dérange. Que les titres Batman, Superman, Wonder Woman ou éventuellement Justice League aient des couvertures qui parlent de Batman vs Superman en mars. Je comprends. Mais pour les autres titres comme Green Lantern, Suicide Squad, Deathstroke, Green Arrow, Aquaman, The Flash, Harley Quinn ou encore Teen Titans, les personnages dont le comics est censé parler n'est même plus sur la couverture. Et cela même quand le personnage est dans le film, puisque la couverture variante de Wonder Woman ne contient pas Wonder Woman, alors qu'elle est dans plusieurs autres couvertures et dans le film. Non, vraiment, je ne comprends pas. La plupart des couvertures variantes font au moins l'effort d'avoir le personnage dont il est question dans la couverture. Et puis, pourquoi ne pas imaginer ce que serait le style des personnages en question s'ils étaient dans ce film? Et d'ailleurs, pourquoi ne pas mettre le design des personnages en question que l'on connaît dans les couvertures? Non, vraiment, je ne comprends pas. Bon, restons dans le domaine de DC Comics un petit peu. Chez DC Comics donc existe depuis quelque temps une chaîne YouTube appelée DC All Access, qui a quelques exclusivités mais ne peut s'empêcher d'enrober ça avec du blabla inutile. Eh bien cette émission a désormais son application smartphone. Joie immense de l'ironie subtile. Avec un côté communautaire et des icônes, des gifs, ce qui ne m'emballe pas trop. Apparemment il y aura un système de points qui devrait donner des résultats exclusifs. Bon... Apparemment, il y aurait aussi des vidéos et des news inédites, mais cela m'étonnerait qu'on y trouve des trucs vraiment inédits et d'importance. Et même si c'était le cas, celle-ci se retrouverait rapidement sur le net, hein, faut pas rêver. Ne reste plus alors que la promesse apparemment de pouvoir lire des comics de façon digitale. Mais ça, je peux déjà le faire ailleurs.
Bref, mon sentiment c'est que ça n'apporte rien de plus que ce qu'on trouve déjà sur le net. Donc c'est totalement dispensable. Marvel lance une initiative pour avoir des comics moins chers. Youhou, comme DC Rebirth. Oui, enfin, pas tout à fait, laisse-moi t'expliquer. Cette initiative s'appelle Timely Comics, qui est l'ancien nom de l'éditeur. L'idée n'est pas ici de faire comme DC Rebirth, et que chaque titre soit vendu à 2,99$, mais plutôt de proposer des rééditions à moins cher. En fait, Marvel propose plutôt des rééditions des 3 premiers numéros en un seul, au prix de 3$. Alors oui, c'est cool, mais le prix normal du comics peut toujours aller jusqu'à 5$ à la base. Et cette initiative n'est pas nouvelle. Je l'ai déjà rencontré chez Marvel dans les années 70, dans les premiers comics Star Wars, j'en avais d'ailleurs bien parlé ici. D'ailleurs au prix de 1$ le comics, finalement, c'est une continuation logique de l'opération True Believers, qui proposait des rééditions de comics à 1$. Si on réédite 3 comics, on fait ça 3$. Les comics touchés par cette opération, qui commencera en juin, sont Invincible Iron Man, All New All Different Avengers, All New Inhumans, Carnage, Daredevil, Drax, Doctor Strange, Moon Girl and the Devil Dinosaur, New Avengers, Scarlet Witch, Squadron Supreme, Totally Awesome Hulk, Ultimates, Uncanny Inhumans, Venom Space Knight et Web Warriors. Bref, soyons francs, ce sont des titres qui n'ont pas forcément besoin d'être sauvés. Si encore Marvel faisait ça pour des titres qui en avaient vraiment besoin, je comprendrais. Mais là, Marvel continue juste d'inonder le marché. Et à force d'inonder, va y avoir des noyés à un moment. Archie Comics ne fait pas que de la comédie sentimentale à l'eau de rose. Il fait aussi des fois du super-héros, et même des fois de l'horreur. Et va falloir vraiment que j'arrête avec mes doigts. Enfin, niveau horreur, ça s'était quand même calmé ces derniers temps, puisque malgré le lancement en 2015 de la marque Archie Horror, les séries n'étaient plus sorties depuis mai 2015. Mais les voilà de retour de la tombe pour cet été. Ainsi, nous retrouverons les zombies de Afterlife with Archie au numéro 9 et les sortilèges de Chilling Adventure of Sabrina au numéro 5. La pause a été due à l'absence de la tête pensante des deux séries, Roberto Aguirre Sacasa. J'espère vraiment que je le prononce bien. Mais celui-ci est de retour et a promis d'être beaucoup plus régulier. Bon, sortons un peu du domaine physique des comic books et parlons des Comic Con. Pour ceux qui l'ignoraient, une grosse bataille juridique avait lieu entre la Comic Con International de San Diego et la Comic Con de Salt Lake City, sur le terme de Comic Con, qui, je le rappelle, est l'abréviation de Comic Convention, donc une convention pour les comics. Car San Diego déclare depuis 2014 avoir les droits pour l'appellation Comic Con, et fait un procès à sa concurrente depuis. Sauf que, apparemment, on serait en train de se diriger vers un arrangement à l'amiable. Ils ont jusqu'au 1er mars pour régler cela définitivement. Ah, les brevets, les droits d'auteur, tout ça. À la base, on crée ça pour protéger les créateurs, et c'est très bien. Et puis après, forcément, on bidouille là-dedans et on cherche à s'en faire le plus de fric possible. Pour tout et n'importe quoi. Et c'est déprimant. Enfin, toujours en dehors du domaine du comic book, et même à la limite du fait divers, on a récemment volé une œuvre de l'artiste Bill Sienkiewicz, alors qu'elle allait être livrée à un client en France. L'artiste est très remonté, et a même lancé une récompense de 5000$ à qui ramènerait l'œuvre. Apparemment, le colis est arrivé abîmé, ne contenant que 2 des 3 commissions qu'il était censé contenir. Vu que les 2 autres sont du Daredevil et du Dracula, et qu'elles n'ont pas été volées, on pense qu'il s'agit d'un type qui n'y connaît rien en comics, qui a fait le coup, et qui a juste reconnu Batman. Donc si vous la voyez quelque part, ne vous rendez pas coupable d'un recel de vol, les gars. Et tout ça a un petit côté de cow-boy, je trouve. La récompense, tout ça, c'est... En VF cette semaine chez DC, le 7ème tome de Geoff Johns présente Green Lantern. Alors ce coup-ci, si vous voulez comprendre pourquoi je n'arrête pas de dire que Geoff Johns est un nécromancien, il faut lire la série Green Lantern, vraiment. Ce tome-ci nous présente l'arrivée de la couleur orange dans l'univers des Green Lantern. Pour ceux qui ne le savent pas, chaque couleur représente une émotion, et du coup, la couleur orange représente la couleur de l'avarice. Le fonctionnement de cette couleur sera un peu particulier, et on aura droit en plus à quelques petites cachotteries des gardiens. Oui encore, oui je sais que ça commence à devenir un cliché. Mais vu que j'ai déjà lu toute la série en entier, je peux vous dire que, au vu de ce qui arrive à la fin, c'est assumé au moins. En VO est toujours chez DC le numéro 49 d'Aquaman. Après des moments pas toujours jojo ces derniers temps, enfin un numéro de repos sans baston. Aquaman et Mera vivent leur petite vie et parlent de différents projets, notamment pour approcher le monde de la surface et Atlantis.
J'ai une grosse réserve sur le nouveau costume de Mera présenté à la fin du numéro. Mais si c'est mon seul reproche, non, c'est une bonne petite bulle d'air pour une série qui en avait bien besoin. Et non, je ne ferai pas le fait que j'ai dit bulle d'air parce qu'on parle de poisson. VO toujours chez DC, le 3e numéro de The Dark Knight 3, The Master Race. J'essayais d'éviter d'en parler, mais soyons francs, ce numéro a des pages qui sont très symboliques. On y retrouve un ton extrêmement millerien, hein. Et surtout, on fait ce que j'attendais depuis très longtemps dans cet univers. J'irai pas plus loin parce que je ne veux pas spoiler, je sais que ce titre est très attendu, et même dire que c'est très attendu, c'est un euphémisme chez certains. Du coup, pour éviter au maximum le spoil, je dirais que pour l'instant, la série a quelques maladresses. Mais elle envoie du pâté. Elle envoie pas du pâté genre Dark Knight Returns, mais elle envoie quand même du bon pâté. Genre c'est pas la terrine de campagne, c'est du pâté de Balrog. Désolé, toujours pas de VF pour Marvel cette semaine. Avec Secret Wars, on a finalement peu de publications en dehors, et je ne peux décemment pas conseiller la saison 3 des Ultimates. Donc VO encore ce coup-ci. Le numéro 2 de Karnak. Oui, c'est pratiquement que de la baston. Mais le dessin est hyper beau et fluide. Seulement 9 pages contiennent du dialogue. Et encore, j'ai compté les pages avec seulement une bulle. C'est clairement pas pour le scénario qu'on peut apprécier Karnak. Mais pour son action qui transpire la classe et la maîtrise du dessinateur. Marvel toujours, le numéro 4 d'Hercule. Oui, j'aime vraiment cette série et je voudrais la voir durer plus longtemps que 5 numéros. Bien que l'on retrouve pas mal de séries sur Hercule qui en fait ont eu 5 numéros quand on y réfléchit bien. À mon grand regret d'ailleurs. Les personnages sont humains, l'action est présente et épique, et on se croirait vraiment dans le roman American Gods de Neil Gaiman maintenant. Et croyez-moi, venant de moi, c'est un compliment. Marvel toujours, le numéro 6 d'All New, All Different Avengers. Oui. Non, vraiment, il y a une utilisation inventive des paradoxes temporels concernant le marteau de Thor qui pète la classe. Très franchement, Thor a 2 marteaux. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Oui, c'est du super slip qui se bastonne, mais la baston est cool et les personnages réagissent plutôt bien entre eux. Mention spéciale à Thor et Captain America. Pas une révolution, mais une série qui se laisse lire et qui, franchement, sait amener de bonnes idées et nous toucher par moments. Des fois, il suffit vraiment de peu de choses pour créer une bonne lecture. En VF, chez Urban et en provenance de chez Vertigo, si c'est un oiseau. Alors top, je sais ce que vous allez me dire, c'est pas de l'indé, il y a Superman sur la jaquette. Alors déjà, j'ai choisi personnellement de mettre Vertigo dans de l'indé, parce que je trouve que la démarche s'en rapproche beaucoup plus. Et deuxièmement, il n'y a pas Superman dans cette histoire. Non, on suit ici l'histoire d'un scénariste, Steve, à qui l'on demande de s'occuper de Superman. Seulement Steve, il a très peur de mourir, et il n'arrive pas vraiment à se connecter à Superman. Il le trouve trop lisse, trop parfait, il est trop... Et c'est là que commence la réflexion. La réflexion sur ce qu'est un personnage de fiction, sur ce que peuvent nous apporter les personnages de fiction, sur ce qu'est une icône, un idéal. Vraiment, c'est à lire, c'est limite une des plus belles confessions d'un écrivain que j'ai pu lire, vu que ce récit est semi-autobiographique. Vraiment, il est cool. Si jamais vous voulez voir ce que pense un auteur, ou si jamais vous voulez savoir peut-être comment on peut apprécier Superman, ce titre est pour vous. En plus, il est cool. En VO chez les Indés, chez Image, j'aurais pu parler de Spawn, qui continue d'avancer et d'enfin accomplir les promesses du début de la série. Mais le numéro 55 de Tony Chu. Je vais être franc, le numéro 54 a déjà failli faire partie de la sélection. Mais j'avais préféré autre chose à ce moment-là, hein. Les goûts, les couleurs, tout ça. Mais là, c'est encore plus réussi que le numéro précédent. On a un très gros changement de statu quo, et un personnage que j'adore vient de réussir une sortie en fanfare. Vraiment, la série Chou commence à reprendre du sérieux poil de la bête après un petit ventre mou il y a quelques temps, j'avais trouvé. Toujours en indé, toujours en VO, chez Titan Comics, et non c'est pas du Doctor Who, le deuxième numéro de Man+. J'étais passé à côté du premier, et c'était une erreur. Écrit et dessiné par André Lima Arrojo,
On a ici affaire à un thriller à tendance cyberpunk rempli d'implants où on ne sait plus trop où est la limite entre l'homme et la machine. Bon, cyberpunk, Mais les traits sont très marqués et il m'arrive de penser à Akira assez souvent. Sans doute à cause de la veste d'un des protagonistes. Mais pas que. Non, très franchement, une petite série prometteuse, reste à voir si elle ira jusqu'au bout de ses promesses. Et pourquoi DC Comics ferait une référence à Nullbug sur son serveur? Oui, j'avais oublié de... Oui, du coup, oui. Désolé. Lisez bien, profitez bien, passez une bonne semaine. Moi, je vais essayer de me retaper. La semaine prochaine. En tête d'affiche, et également les alleurs... Ah merde, les alleurs. C'est quoi les alleurs? Désolé. Gens dans... Non. Merde. Désolé. Je suis pas très à jour sur tous les personnages là. Il est temps, enfin un numéro de baston. Ah non, de repos sans baston. C'est Spawn, il y a que de la baston. Désolé. Enfin, toujours en dehors de... Enfin, toujours en dehors du... Enfin, toujours en dehors du code... Ah, merde. C'est pas la terrine de campagne, c'est du pâté de Balrog. Excuse-moi. Du pâté de Balrog, excellent.